Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier Emmanuel et les organisateurs de m'avoir permis de partager avec vous quelques réflexions. Un point de vue peut-être un peu décalé, donc je vais d'abord peut-être me présenter. Je suis neurologue, je travaille surtout en fait dans le domaine d'une pathologie aiguë qui sont les accidents vasculaires cérébraux. Et donc, c'est important, avant de commencer mon propos, et ces quelques réflexions sur la question de la prédiction éventuelle d'une qualité de vie future du patient, de vous dire d'où je parle. Ce contexte donc, dans lequel cette réflexion s'est inscrite, c'est celui d'une action médicale dans le champ en particulier de l'action dans la prise en soin des accidents vasculaires cérébraux graves, pathologies neurologiques aiguës qui entraînent un handicap moteur et ou cognitif parfois assez important et dans lequel le pronostic, la place du pronostic est particulièrement importante, essentielle, centrale, à la fois pour l'information et pouvoir répondre aux patients et à ses proches, mais aussi pour guider notre action médicale. Or, cette prédiction, ce pronostic neurologique en particulier, ou parfois ce pronostic de mort, comporte un certain nombre suscite un certain nombre de questions éthiques que j'aimerais partager aujourd'hui. Je ne pourrai bien sûr ici en quelques minutes toutes les aborder et je voudrais en évoquer principalement deux, qui sont d'une part, une d'ailleurs vient d'être abordée très bien, donc je pourrais passer assez rapidement sur une partie de ma discussion. La première étant donc toute celle qui me semble absolument essentielle, qui est celle d'abord de pouvoir interroger ce savoir pronostic, sa construction, ses biais et ses limites. Donc je donnerai seulement deux exemples, il y en a de multiples et certains viennent aussi d'être cités. Le deuxième point que je souhaite aborder ensuite est celui de pouvoir partager aussi avec vous mon questionnement sur la signification même de cette prédiction, sur son utilisation et en particulier pour l'action médicale. Commençons donc par discuter quelques points de la construction de ce savoir pronostic. Il est principalement issu aujourd'hui de données résultant d'études de population, comme cela a été très bien dit par Nicolas Lechauppier, études qui permettent bien sûr d'avoir une idée sur le pronostic de la maladie, mais évidemment qui ne permettra pas d'avoir une prédiction, du moins avec certitude, au niveau individuel, cette dernière étant bien évidemment toujours incertaine. Elle relève d'ailleurs d'une certaine façon d'une prophétie. Comment savoir comment ce patient en particulier va pouvoir évoluer? Tout au plus, on pourra émettre quelques probabilités. La construction de ce savoir pronostic peut aussi comporter certains biais. Je n'en citerai qu'un, pour ne pas être trop longue, mais qui me paraît particulièrement intéressant, car il souligne bien la complexité de ce savoir et son intrication avec l'action médicale. Il s'agit du rôle même de l'action médicale sur le pronostic, c'est-à-dire le rôle de notre action médicale ou de soignant sur le cours évolutif de la maladie, et donc sur les données pronostiques dans les études que nous utilisons. Je prendrai là aussi un exemple que je connais bien, qui est celui du pronostic d'un certain type d'accident vasculaire cérébral, qui est celui des hémorragies cérébrales. Ces dernières, dans les études, sont connues pour avoir un pronostic particulièrement sévère, une mortalité très importante, évaluée à 40% de risque de mortalité à 1 mois. Or, plusieurs études ont montré que cette mortalité était elle-même associée, très associée, à l'intensité de l'action médicale, bien sûr à la gravité initiale, mais même indépendamment de la gravité initiale, ce pronostic est lié à l'engagement médical qui va être mis en place. Et pour être plus clair, notamment à la mise en route ou non d'une réanimation, de traitements de suppléance vitale qui, du coup, peuvent déterminer le cours de la maladie. Or, ces décisions que nous prenons, d'engager ou non un certain nombre d'actes médicaux, de traitement de suppléance vitale, d'une mise en route d'une ventilation mécanique, par exemple, est basée sur un savoir pronostic, lequel est lui-même, encore une fois, guidé par ses actions médicales. Ce cercle vicieux est bien connu sous le terme de prophétie autoréalisatrice, terme qui a été décrit initialement en 1949 par le sociologue Robert Merton dans un champ tout autre que celui de la médecine. Il illustre bien, me semble-t-il, les biais possibles du savoir médical et le rôle des croyances dans notre action médicale. Quand vous pensez qu'un patient a un risque de décès important, peut-être, souvent, on engagera une action thérapeutique qui sera moins importante. Et puis le patient risque, avec plus d'importance peut-être, du coup de décéder. Et notre croyance initiale sera ainsi confortée.
Ces prophéties autoréalisatrices ne sont pas rares dans la pratique médicale. J'ai pris ici l'exemple des hémorragies cérébrales, mais elles sont bien démontrées aussi en réanimation et ont fait l'objet d'études extrêmement intéressantes sur le sujet. Elles soulignent la complexité de ce savoir pronostic, du rôle de notre action médicale et de leur intrication. Et il me semble qu'elles nous invitent à être particulièrement prudents dans l'utilisation de ces données pronostiques. Une autre interrogation essentielle ici, quand on se demande s'il est finalement possible ou non, pour venir dans le vif du sujet, s'il est possible ou non de prédire la qualité de vie, c'est celle du lien qu'il existe entre le handicap et la qualité de vie. Rappelons brièvement que la notion de qualité de vie est extrêmement complexe. Elle relève de capacités physiques, de sensations somatiques, c'est-à-dire de symptômes comme la douleur, de l'état psychologique et du statut social du patient. Elle intègre donc des aspects objectifs et subjectifs qui permettent d'appréhender la situation de la personne dans sa globalité et de façon dynamique. On comprend bien alors que le lien entre handicap et qualité de vie n'est pas simple. En effet, de nombreuses études ont montré une différence de perception entre maladies et en termes de vécu de handicap, entre malades et bien portants. Ainsi, dans une enquête qui maintenant date de plus de 15 ans, cette enquête avait permis de montrer que 92% de patients tétraplégiques se déclaraient heureux, avec une bonne qualité de vie, alors que seuls 18% des bien portants pouvaient l'imaginer. Ce concept, bien connu sous le terme de disability paradox, a également été démontré dans des situations de handicap extrêmement sévères, notamment dans la pathologie vasculaire en particulier, chez les patients en Locked-in syndrome. Ce lien entre handicap et qualité de vie n'est pas linéaire, et les patients nous montrent aussi que ce n'est pas le handicap qui va déterminer leur qualité de vie. On voit en effet des patients avec de lourds handicaps qui ont une bonne qualité de vie, et à l'inverse, des patients avec de petites séquelles qui ont, à l'inverse, donc une qualité de vie qui est jugée comme parfois extrêmement mauvaise. Cette notion développée donc, sous le terme de disability paradox est importante également à connaître, me semble-t-il, car elle nous incite à la prudence encore dans nos représentations du handicap, croyances qui peuvent biaiser encore une fois nos actions médicales, nos décisions, nos choix. Pensons aussi à la question des directives anticipées dans ce type de situation. On en parle beaucoup aujourd'hui. C'est cette imagination qu'on peut avoir, ces représentations qu'on peut avoir sur le handicap pose effectivement un certain nombre de questions quand on voit ensuite la façon dont les personnes elles-mêmes atteintes de handicap vivent ce handicap. Ainsi, ces prophéties autoréalisatrices et cette notion de disability paradox soulignent les limites de nos évaluations pronostiques, de ce savoir d'anticipation. Je voudrais maintenant, pour terminer, interroger la finalité même de cette prédiction et de ses conséquences. Si le pronostic est essentiel et s'il s'agit même d'un devoir, comme le souligne le médecin et sociologue américain Nicholas Christakis, qui a beaucoup travaillé sur cette notion de pronostic, son utilisation peut susciter d'importantes questions éthiques. C'est le cas en particulier, je prendrai cet exemple, dans les situations d'AVC grave où il s'agit d'envisager le pronostic d'un patient victime d'un accident extrêmement sévère avec un risque de handicap qui parfois, dans la littérature médicale en particulier, est qualifié de handicap inacceptable. Pronostic avancé en général pour pouvoir justifier un éventuel arrêt de traitement, le plus souvent des supports vitaux. S'il n'est pas possible d'aborder ici toute la complexité de ces situations, je voudrais juste souligner ici l'immense prudence avec lesquelles ces pronostics devraient être énoncés. Car comme je l'ai montré, d'une part, l'incertitude est grande, mais d'autre part, la tentation de vouloir définir pour le patient, s'il n'est plus en état de le faire, ce qui est le cas dans la majorité des accidents vasculaires cérébraux graves, il est difficile de pouvoir définir pour lui ce qui relève de l'inacceptable, et cela peut même être dangereux. C'est dangereux car cela nous amène à envisager des catégories de handicap plus ou moins importants et avec une tentation importante qui peut conduire à une hiérarchisation de la vie humaine et de décider finalement quelles sont les vies qui vaudraient ou pas la peine d'être vécues. C'est un peu le danger, me semble-t-il, dans la tentation actuelle qu'on a de vouloir définir, et l'actualité médiatique nous l'a montré aussi récemment, puisque la médecine n'a pas pu répondre à cette question. Cette tentation qu'on a de vouloir séparer les patients conscients des patients non conscients,
avec une idée derrière qui serait de dire que les patients, notamment en état végétatif, seraient une catégorie de personnes qui n'auraient pas le droit à la vie. Cette catégorisation pose un certain nombre de problèmes, puisque certains philosophes, notamment aux États-Unis, comme Tristram Engelhardt, finalement identifient ces personnes qui n'ont pas de conscience à des human non-persons, dont la vie serait pour lui équivalente à celle des animaux. Cette hiérarchisation est inquiétante. Elle risque effectivement, on risque de cette façon de catégoriser et de discriminer un certain nombre de personnes. Et indépendamment de cette question, de savoir s'il peut être souhaitable ou non de poursuivre sa vie avec un handicap important, et notamment dans des situations d'état végétatif, le fait de vouloir catégoriser des personnes comme les états végétatifs ne nous amène pas à nous interroger dans d'autres situations, où peut-être il faudrait pouvoir s'interroger si pour ce patient en particulier, il est souhaitable, ou est-ce que lui souhaitait justement continuer sa vie avec un handicap de cette façon. Voilà, donc en conclusion, si le pronostic est essentiel à l'information du malade et des proches et à l'action médicale, il nous semble indispensable de l'interroger. Il nous semble indispensable d'interroger sa complexité, la complexité de sa construction, de son utilisation, la signification, afin d'agir, comme le soulignait tout à l'heure très bien Emmanuel, avec prudence, la prudence aristotélicienne, celle du juste milieu, pour un juste soin, au plus proche de ce que le patient aurait souhaité. Je vous remercie de votre attention.